Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée aux défis écologiques. Le dossier du jour s'intéressera aux énergies de l'avenir sur le continent, les énergies vertes, à savoir le solaire et l'éolien notamment. Et au sommaire également de cette émission, le mouvement du peuple pour le progrès, parti nouvellement au pouvoir au Burkina Faso, est arrivé en tête des législatives sans toutefois obtenir la majorité absolue. L'heure est donc aux alliances politiques. Et puis victoire de l'armée camerounaise sur des combattants de Boko Haram. Une opération de ratissage menée par les forces nationales a permis la neutralisation d'une centaine de terroristes et la libération de plusieurs otages. Et ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Nos éditorialistes, Alfred Chango. Alfred, bienvenue. Merci Amira, un ravissement de vous retrouver sur ce plateau et puis de la joie pour mes très chères téléspectatrices. Jean-François Akanji-Kombe. Jean-François, bienvenue parmi nous. Merci Amira d'être aussi bien reçu comme d'habitude. Et Malik Hacher. Malik, bienvenue parmi nous. Merci Amira et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Ce mardi 1er décembre, Roch-Marc Christian Kaboré remportait l'élection présidentielle burkinabé avec plus de 53% des voix. Une victoire qui ne s'arrête pas là puisque son parti, le MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, est arrivé en tête des législatives sans toutefois obtenir la majorité absolue. Il manque pour cela 9 députés au parti au pouvoir. C'est un sujet de Gladys Mwamba. Le MPP de Kaboré en tête des élections législatives. À peine élu président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré a vu son parti arriver en tête lors des élections législatives ce mercredi 2 décembre 2015. Le MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, a remporté 55 sièges sur les 127 que compte la Chambre du Parlement. L'ancien parti au pouvoir de Blaise Compaoré, le CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, devrait être représenté par 18 députés. En ce qui concerne les résultats du PARA, nous sommes satisfaits, mais nous sommes dans une vision où on doit respecter la volonté du peuple qui s'est exprimé et nous sommes donc assez sereins pour réorganiser les choses dans la perspective des prochaines consultations électorales. Notre positionnement politique, c'est celui du peuple, c'est celui de l'intérêt du peuple. Chaque fois que l'intérêt du peuple va l'exiger, nous allons nous positionner dans ce sens. Pour faire voter ces lois, le président doit obtenir la majorité absolue, soit 64 voix. Il manque donc 9 députés au chef d'État pour avoir la majorité. Pour le nouveau chef d'État, trouver des alliés est un enjeu majeur. Un pari possible puisque parmi les 17 partis qui ont soutenu sa candidature, plusieurs ont obtenu 1 ou 2 sièges au Parlement. Selon la CENI, Commission électorale nationale indépendante, une quinzaine de partis font leur entrée dans cette chambre parlementaire. La base élargie, plus la démocratie va s'ancrer encore davantage. Ce sont des partis aussi qui vont apporter leur contribution au débat. Et je pense que ça ne peut être qu'enrichissant. Ces élections législatives viennent rééquilibrer les forces en présence au Burkina Faso. En attendant la proclamation des résultats définitifs, l'ensemble des partis a salué le bon déroulement de ces élections. Jean-François, pas de majorité absolue, ça veut clairement dire que l'heure est aux alliances. L'heure est aux alliances, mais il faut quand même commencer par noter que c'est un exploit. Le parti du président élu est un parti tout neuf dans le paysage burkinabé. Il a quand même réussi à faire 55 sièges. C'est pas la majorité, certes, mais c'est déjà, je crois, un beau coup qui a été fait. Il va falloir faire des alliances. C'est un peu, je dirais, le salaire du système qui a consisté à organiser des élections groupées. On peut penser que si ces élections n'avaient pas été groupées et que les élections législatives étaient arrivées après, le président aurait pu capitaliser sur son élection dès le premier tour pour pouvoir se forger une majorité plus confortable. Mais maintenant, l'heure de la politique a sonné. Il va falloir regarder de près quelles seront les alliances. Est-ce qu'il s'alliera avec les députés du CDP, c'est-à-dire du parti de l'ancien président Blaise Compaoré? Est-ce qu'il s'alliera avec l'autre parti qui est majoritaire, qui est le parti de l'UPC, enfin pas majoritaire, le deuxième parti, ou avec tous les petits groupes?
Mais bon, on verra et on aura l'occasion d'y revenir pour le commenter, je crois. Oui, justement, Malik, pour parler du CDP, le parti de l'ancien président Blaise Compaoré, parti qui arrive quand même 3e à ces élections législatives. Oui, ce n'est pas étonnant pour ma part parce que on a mis fin à un ancien régime, mais il y a toujours une assise électorale et ça arrive dans de nombreux pays africains. Même si vous avez un changement à la tête de l'État, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas encore des partisans de l'ancien président du Burkina Faso. Il ne faut pas avoir une lecture, je dirais, biaisée. La diversité électorale est bien plus complexe qu'on ne le croit. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait encore quelques sièges qui sont dévoués à l'ancien parti du président Blaise Compaoré. Maintenant, c'est un nouveau paysage politique qui se compose, il faudra faire avec. Je pense que la majorité arrivera quand même à mettre en place un gouvernement. Il faut juste exposer le programme et je pense que ceux qui voudront adhérer à ce programme, qui, je le pense, est vraiment pragmatique, et cette thématique toujours de la justice qui est mise en avant, de la nécessité de refonder les institutions. Si le président tient parole et que son programme est clair, je pense que vous aurez des candidats, même issus d'autres partis, qui rejoindront son camp, tout en n'abandonnant pas leur étiquette politique, mais participer à un gouvernement de coalition. Alors Alfred, comme le disait Malik, c'est tout le paysage politique qui est en train de se recomposer au Burkina Faso avec l'UPC qui est 2e à ces élections législatives, 2e également lors de l'élection présidentielle, l'UPC qui apparaît véritablement comme la 2e force politique du pays aujourd'hui. Oui, naturellement. Je pense que Zéphirin Diabré a été déçu bien sûr par l'élection présidentielle parce qu'il espérait effectivement capitaliser sur son engagement contre Blaise Compaoré. Mais en réalité, je crois que RMC Kaboré a su, au fond, rassembler autour de sa personne à la fois ceux qui lui étaient, ses affidés, qui lui étaient fidèles, et puis je pense aussi qu'il y a une bonne partie quand même du CDP qui a basculé à la présidentielle, en tout cas pour lui, parce que c'est la personnalité qui, au fond, par son profil, incarnerait justement le sérieux et la continuité de l'État au Burkina Faso. Quant à l'UPC, effectivement, ça montre effectivement que la situation politique est en train petit à petit de se polariser. On arrivera effectivement à avoir deux partis. Bien sûr, le CDP tire son épingle du jeu avec 18 députés. Ça veut dire que, mais de toute façon, on le savait aussi, que dans le CDP, il y avait des faucons, il y avait entre guillemets, des colombes qui, effectivement, n'étaient pas pour la modification de la Constitution, mais ne pouvaient pas se faire entendre. Et donc là, 18 députés, c'est plus que honorable. Et donc, je pense que, au fond, il y a une très grande leçon que nous donnent les Burkinabés. C'est vrai qu'après toutes les péripéties que le pays a connues, là, ils sont en train d'asseoir la démocratie de la manière la plus belle qui soit, c'est-à-dire par les urnes. C'est-à-dire, aucun ne pourra dire demain, mais voilà, j'ai voté par hasard, par procuration, mais là, effectivement, il y a eu des choix et ils ont voté en conséquence. Et le président tanzanien John Magufuli semble honorer ses promesses de campagne en luttant contre la corruption. Depuis son arrivée au pouvoir, c'était au mois de novembre, il a mis en place une véritable politique visant à récupérer l'argent de la nation. On en fait le point tout de suite avec ce sujet d'Ibrahima Dioumaba. Opération d'envergure lancée par l'armée camerounaise contre Boko Haram. Mercredi 3 décembre 2015, l'armée camerounaise a affirmé avoir neutralisé, avec en première ligne les soldats du bataillon d'intervention rapide, unité d'élite, une centaine de membres de Boko Haram dans l'extrême nord du pays. Il s'agit d'une opération de ratissage menée en réponse aux nombreuses attaques et attentats de l'organisation terroriste au Cameroun. Il y a d'abord cette volonté des militaires en découdre. Il y a également l'engagement du chef de l'État qui a mis suffisamment de matériel, d'équipement, mais également une formation militaire digne. Mais c'est également, en plus de ces deux facteurs, vous avez également les comités de vigilance que le gouverneur a mis en place, parce que Boko Haram nous livre une guerre asymétrique. Il y a également les élites politiques, intellectuelles, les prédicateurs, les oulémas. C'est donc l'ensemble de ces partitions mises en musique qui a permis donc à nos forces de défense et de sécurité, à cet ensemble,
de monter cette opération et puis d'aller livrer bataille et de remporter la victoire. Une soixantaine de véhicules ont été engagés, dont des blindés épaulés par un appui aérien sur le secteur de Limani et de Ashigashia, le long de la frontière dans les monts Mandara. Des centaines d'otages auraient été libérés. Il s'agit pour l'essentiel de personnes qui vivaient dans les zones proches de la frontière avec le Nigeria, alors occupées par Boko Haram. Nous n'avons malheureusement pas affaire à une armée qui lutte contre la nôtre. Nous avons affaire à des bandits qui fondent au sein des populations, des bandits qui utilisent donc des jeunes filles, des jeunes enfants qui portent donc des charges explosives pour s'attaquer aux populations. Alors le simple fait que désormais ces coups de semonce soient portés, eh bien, c'est un boost pour le moral de nos populations, c'est un boost même pour l'ensemble de la nation qui manifeste sa joie à l'endroit de nos forces de défense. Le Cameroun est engagé dans la lutte contre Boko Haram depuis mai 2014. Les violences de Boko Haram, devenues la branche ouest africaine de l'État islamique, ont fait au moins 15 000 morts, selon les dernières estimations de l'ONU depuis le début de l'insurrection en 2009. Vous l'aurez compris, il s'agissait donc du sujet Cameroun sur l'opération de ratissage menée conjointement par les forces de défense nationale et la force mixte multinationale. Une opération de ratissage qui a permis la neutralisation de plusieurs centaines de terroristes et la libération de plusieurs otages. Alfred, une victoire qui a eu lieu donc lors d'une opération de ratissage. Ces opérations offensives, c'est justement ce qu'on espérait. On y est. Oui, en effet, Amira, il y a longtemps qu'on a attendu la coordination des forces en présence, des forces armées, en tout cas des pays du front, avec le Nigeria, et puis là, en l'occurrence, les troupes du Cameroun, et puis les troupes de la coalition des 5 de la région. C'est une très bonne chose et nous savons effectivement que lorsque il s'agit d'aller dans les affrontements directs armés, Boko Haram ne tient pas la route. Boko Haram tient la route lorsqu'il s'agit justement des, comme l'a rappelé Choroma, Issa, lorsqu'il s'agit des attentats, effectivement là, c'est la méthode traditionnelle justement de ces groupes terroristes. Et donc là, c'est une très très bonne victoire. C'est bon pour le moral des troupes, c'est bon aussi pour les populations de la région. Je pense qu'il faut continuer dans ces sens-là. Et si ces actions sont accentuées, on est sûr effectivement de mettre un genou à terre à Boko Haram. Mais si c'est sporadique comme ça, on fait des coups, on n'est pas certain justement de les vaincre. Oui, Jean-François, il faut les continuer, ces opérations de ratissage, pour faire reculer concrètement Boko Haram. Oui, bien entendu, comme le disait Alfred, je pense qu'il faut de la continuité, il faut de la persévérance, et puis c'est une dimension de la guerre, ce qui est une guerre somme toute classique, c'est la dimension classique de la guerre. À partir du moment où Boko Haram a décidé d'avoir une base territoriale, sur cette base territoriale-là, c'est sans doute le point faible de Boko Haram. Donc il faut pouvoir, engager une campagne, une vraie campagne sur plusieurs semaines, plusieurs mois, pour pouvoir reconquérir les territoires qui ont été conquis par Boko Haram, mais quand on aura fait ça, on n'aura pas tout fait, parce qu'il reste l'autre branche, celle de la tentaculaire, celle qui provoque des attentats, qui agit sporadiquement et par la terreur. Donc cette dimension-là nécessite d'autres efforts qui doivent être menés parallèlement. Mais vous avez raison, je pense que sur la guerre elle-même, la guerre terrestre aérienne classique, il faut pouvoir se donner le temps de vaincre, et non pas seulement de gagner une bataille. Malik, dans le sujet que nous venons de visionner, le ministre camerounais évoque des bandits qui se fondent justement au sein des populations. Si c'est réellement le cas, le renseignement apparaît comme le meilleur moyen de contrer ces bandits. Effectivement, le renseignement, c'est la pièce maîtresse de la lutte contre le terrorisme, je dirais. Vous savez qu'on ne peut pas détruire le terrorisme tant qu'on ne démantèle pas les cellules de soutien au terrorisme. C'est essentiel. Et il faut démanteler ces cellules-là en premier. Et si vous combattez juste le terrorisme sur le plan de l'armement, sur le plan de la guerre dite classique, et que de l'autre côté, vous ne menez
pas cette guerre justement de soutien de ces personnes-là qui se fondent dans la population et qui indiquent aux terroristes la présence ou pas de militaires dans la région, vous n'y arriverez pas. C'est une chose que j'ai souvent dite, le terrorisme est une guerre longue. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on aura encore des actions de Boko Haram encore plus violentes parce que c'est la matrice de ce groupe-là. Dès qu'il perd sur le terrain, dès qu'il justement il essuie des échecs cuisants, il va encore intensifier ses actions ponctuelles, utiliser les enfants comme ça a été le cas, perturber justement la vie des habitants du Nigeria, du Cameroun, du Tchad et ailleurs. Donc c'est une lutte qui va être longue, mais comme je l'ai dit précédemment, la coopération entre les États finira par anéantir, je l'espère, ce groupe. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On remet tout de suite.